à la politique extérieure avec l'Allemagne, plusieurs points à aborder, mais bon, d'abord le premier, on va commencer par l'actualité chaude, les élections qui ont eu lieu hier, avec la chancelière allemande, donc Angela Merkel, qui a été réélue pour un 4e mandat. Donc je crois que ce record a été réalisé également par Adenauer et Helmut Kohl. Alors un succès ça va, Abdelaziz Bouteflika aussi. Un succès qui a été entaché, je reprends les expressions journalistiques, de l'entrée de l'AfD, donc parti extrême droite, qui s'installe comme 3e force du pays. Donc on vous demande qu'est-ce que ça signifie Eh bien, le discours de la Sorbonne de Macron, alors je vais vous faire le discours de la Sorbonne de Macron. Souveraineté européenne, défense européenne. Alors défense européenne, c'est très simple, ça veut dire l'Allemagne prend le commandement, l'Allemagne prend l'industrie et les Français donnent les morts. Ça veut dire également orienter contre qui la défense européenne? À votre avis, des États comme l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, ils pensent orienter la défense européenne contre qui? Qui sont les ennemis des Allemands depuis un millénaire? En dehors de nous. Les Russes. Bien, donc, la défense européenne, c'est à terme, Thalès liquidé. Là, on est en train de liquider, l'entreprise navale là, pour le donner aux Italiens. Il n'y a pas de problème. L'Europe, de toute façon, c'est très simple. L'Europe, ça veut dire comment déshabiller la France. Beaucoup de traîtres disent l'Europe, c'est la France en grand. Non, 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 l'Europe, c'est la France en petit. Et à la fin, c'est les piou-piou français qui seront démolis. Pas par Poutine, mais un jour, Poutine partira et nous aurons affaire à un homme moins patient. Parce que quand vous vous faites mordiller en permanence par des Estoniens et des Lettons, ce qui est une demi-journée de combat pour votre armée, et croyez-moi, une promenade de santé. Parce qu'en plus, ces pays sont à près de 40%, les populations sont russophones. Elles vivent quasiment avec les toiles jaunes, mais elles sont russophones. Au passage, vous avez le droit dans l'Union européenne de faire un régime discriminatoire, il n'y en a qu'un seul, et ce ne sera jamais pour les islamistes en France, ça vous arrêtez de rêver. Là, il y a Cour européenne des droits de l'homme, c'est pour les russophones des États baltes. Il leur manque que les toiles jaunes, je vous le dis franchement. C'est pas grave. Voilà ce que c'est l'Europe de la défense. Alors il va dire ça comme saloperie, il va dire la fin de notre arme nucléaire, il va dire la fin de notre siège à l'ONU. Une fois que la France n'aura plus ça, je vais vous dire sincèrement, la France deviendra un dépotoir d'immigrés. Parce qu'un pays qui n'est plus rien, eh bien on en fait un dépotoir. C'est comme une pièce qui a été occupée dans une maison, qu'est-ce qu'on en fait? Un KGB, généralement. C'est tout à fait normal. Et ce sera avec la bénédiction des identitaires français, croyez-moi. Parce que dès qu'il faut sucer le boche, il n'y a pas de souci, il y a du monde. Or, voilà comment ça va se faire. Ensuite, il va dire, mais Angela, contre tout ça, là, je tue la France, tu peux quand même nous donner un petit accès à la Bundesbank. Et là, la réponse, ça va être nein, renein, renanan. Donc, le ministre des Finances de la zone euro, Aria, si c'est un boche, et d'ailleurs, il y a un candidat tout de suite, Schäuble. Et sinon, quoi d'autre? Revenu de transfert. Quoi d'autre? Un plan d'investissement dans le Sud? Ah bah c'est très bien, tu me fais une liste de revendications écrites, comme ça tu me l'adresses par mémo interne, et je la mettrai en boule et je la mettrai au panier, on n'en parlera plus. Ce que Sarkozy a déjà fait, ce que Hollande a déjà fait. Voilà. Donc pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Là, la Reichschancelière, nous, enfin mon équipe avait prévu ces résultats totalement, pour une raison, parce qu'on a vu les Allemands de la BCE commencer à hurler il y a un mois. J'ai dit, tiens, pourquoi? Ils étaient actés par la mère Merkel pour dire au FDP, alors le FDP, parti libéral dont c'est très simple, sortie de la Grèce de la zone euro, discipline budgétaire radicale, fin de l'assouplissement monétaire de Draghi, etc., etc. Et donc, c'était un clin d'œil de Merkel à eux en disant, pour préparer la grosse coalition. Enfin, pour préparer, non, la grosse coalition, pardonnez-moi, parce que la grosse coalition, c'est SPD de CDU, mais la coalition. Le SPD s'est rendu compte qu'au fil des années, la logique de la grosse coalition a avantagé Merkel, donc elle va retourner dans l'opposition mesurée. C'est l'opposition SSSA. Différentes sources, mais ils terminent dans le même égout. L'AfD vaut pas mieux, d'ailleurs ils ont, je crois, ironisé sur la grandeur de la Wehrmacht.
Vous savez, l'allemand d'extrême droite a un avantage sur l'allemand d'extrême gauche, c'est qu'il vous fait gagner 15 minutes. Or, mais de Oscar Lafontaine à Jürgen Elsässer, vous fait gagner 15 minutes. Il avoue la haine qu'il porte aux autres peuples 15 minutes avant l'autre. Ça permet d'aller prendre un café. Donc, les Verts sont liquidés et Die Linke, dont on attendait beaucoup, n'est qu'à 9%, terminé. Les Verts ne peuvent pas entrer en coalition, ils n'ont pas assez de parlementaires, donc la seule coalition possible, c'est CDU-FDP. Donc, les projets d'Europe de Macron de mutualisation, c'est-à-dire de demander à l'Allemagne de rendre une partie de l'argent qu'elle a volé, et dont d'ailleurs ces économistes commencent à avouer que c'est de l'argent volé. On va y venir d'ailleurs après sur l'excédent. Non, il faut le faire maintenant. L'excédent est très simple. L'excédent est lié à quoi? L'excédent est lié à l'euro, à l'Interland des pays d'Europe de l'Est, donc ça, Norman Palma a tout écrit dans tout le monde. Et au dernier point, c'est que l'Allemagne est un pays qui n'investit pas. Alors aujourd'hui, on se rend compte donc qu'il n'importe pas. Et là, on se rend compte, au Resco Reference, l'Allemagne est un pays qui est tellement financiarisé qu'il est en train de s'effondrer de l'intérieur, vu que vous avez un pont sur deux qui menace ruine, et une route sur deux qui est foutue. Mais c'est tout à fait normal. Les États-Unis sont dans le même état. Pourquoi? Parce que, pour des raisons différentes. L'Amérique, c'est pour son 1%. C'est pour la financiarisation. L'Allemagne est dans la main des vieux rentiers. Ils n'ont pas envie, eux, de réinvestir des infrastructures qui vont servir à qui? À la jeunesse turque? Ou aux nouveaux Allemands que la Reichschancelière a fait venir. Au passage, la Reichschancelière a été réélue, entre autres, sur son programme migratoire. D'accord? Donc, de dire, oui, mais l'Allemagne va se défendre contre les immigrés, non, ça c'est les Nasbrock, ça. Si Merkel est aussi haut, c'est à cause de ça. Parce que le mondialisme, et donc sa variante migratoire, est une mamelle de la puissance allemande. Les Allemands s'en foutent d'être remplacés. À l'exception, et c'est très simple, vous voyez une carte du vote de l'AfD, moi je vous la fais, hein. Je sais que j'ai raison, je ne l'ai pas encore vue, je sais que j'ai raison. L'ancienne RDA, comme Pegida, ce que je vous avais dit, le peuple vieillissant de RDA. Point. D'ailleurs, je crois qu'une de leurs anciennes porte-parole a demandé le retour du mur. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, je suis plus gourmand que Moria, qu'il aimait tellement l'Allemagne qu'il préférait qu'il y en ait deux. Moi, je préfère l'émiettement après le Saint-Empire romain germanique. C'est là où ils sont moins dangereux. Donc voilà. Et le pire, le brave Macron, il est allé supplier les pays d'Europe de l'Est. Vous vous rendez compte ce que c'est quand on est la France d'avoir à supplier la Roumanie? Vous vous rendez compte comme c'est insultant? Pour les travailleurs détachés, alors un travailleur détaché, c'est un travailleur qui travaille aux conditions sociales et surtout en termes de cotisation de son pays d'envoi dans un pays européen. On a eu l'impression qu'il découvrait le droit européen d'ailleurs, c'est ça qui était assez drôle. Alors qu'il aurait pu se connecter sur upr.fr, il y avait un très bon dossier là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas épiloguer sur le fait technique, sinon ça ne sert à rien de réciter un truc enfin, moi j'avais travaillé les travailleurs détachés avant, mais il y a un très très bon dossier là-dessus. Donc, vous ne changerez pas la classe sociale en Europe. Alors vous allez dire l'harmonisation fiscale. Oh, avec Jean-Claude Juncker, qui au passage a fait un discours contre Macron en septembre. Son discours sur l'état de l'Union, parce que l'autre poivreau, il se prend pour le président des États-Unis. Enfin, il faut dire, ça ne m'étonne pas qu'il se donne un petit air anglo-saxon, parce qu'il carbure au Sky au gin. Mais bon. Et il a dit, mais on va fusionner le président du Conseil et le président de la Commission. Comme ça, il aura accès aux 2 mini-bars. Mais voilà où on en est. Et là, pour le coup, c'est Deutschland über alles. Très bien. Au passage, maintenant, même Atlantico, pour dire quand même que même les européistes s'y mettent, se rendent compte que le plan Juncker ne concerne que les pays d'Europe du Nord. Bravo, Jaco. T'es encore en train de te faire baiser. Mais c'est pas grave. L'Europe, ça se fait à nos frais. C'est pas grave. Alors après, les pégus vont commencer à me dire, oui, mais Theresa May voudrait rester 2 ans dans le marché commun, en plus. Alors, et le Portugal s'en sort bien. Alors premièrement, le Portugal s'en sort pas bien, tête de nœud. Oui, c'est l'exemple qui est ressorti le plus en plus par les défenseurs. Non, je vais te dire pourquoi. Le Portugal est un des pays européens qui vit le plus des expatriés.
Et comme on a renvoyé une bonne partie de la jeunesse portugaise en Angola, ça fait moins de chômage des jeunes. Pour une part de jeunesse qui d'ailleurs s'effondre psychologiquement, se flingue, etc. Moi je veux bien gérer comme ça. Mais si tu veux, le Portugal va bien. Pourquoi? Parce que des masses d'expatriés inquiets pour leur pays font des transferts de fonds. Avant tout. En plus, la Commission laisse toujours un petit pays au fond de la classe faire un peu ce qu'il veut. Pourquoi? Pour dire, vous voyez, je suis pas si dictatorial que ça. Puisque le but, c'est pas de liquider le Portugal. Le Portugal, c'est une puissance qui n'existe plus. Le but, c'est de tuer la France. Vous allez le comprendre quand? Et l'Italie au passage. Mais les Ritalos, eux, ils commencent à piger, donc ils sont en train de faire un truc entre la Ligue du Nord et Berlusconi pour... ils prendront en plus le président du Parlement européen, Tajani, comme Premier ministre, comme ça ils mettront un bon eurocrate pour voir s'ils peuvent résister aux Boches. S'ils ne le font pas, de toute façon l'Italie est morte. Charles Sana a fait une excellente introduction au Target, je vous renvoie à son introduction. L'Italie est le pays qui perd le plus, même encore beaucoup plus que nous. Et pourtant, nous, déjà, on est en slip. D'accord? Bon. Donc, et vous me direz, oui, mais pourquoi la Theresa May veut rester? Pour une raison qui est simple. Nous, on a évalué, et là encore, il y a un très bon dossier sur l'UPR, donc je vous l'envoie. On a évalué le marché commun. Pour nous, c'est un coût. Alors que les Britanniques, ils sont rentrés à leurs conditions. Alors, résultat, ils se démettent de l'Europe politique et gardent le libre-échange. Mais le libre-échange, ça a toujours été la stratégie de puissance de la Grande-Bretagne. Depuis la création de la Royal Navy. Où est la nouveauté? Parce qu'au jeu du libre-échange, et avec ma livre sterling et mon art ultime de la dévaluation, je te nique. Oui, méthode britannique de guerre économique. Theresa May est une patriote britannique, c'est des revolvers et l'argent du beurre, et comme les négociateurs britanniques sont exceptionnels, j'espère qu'elle l'obtiendra. Et bien sûr, l'équivalent, les 100 milliards que demande Barnier, qui est quand même le meilleur agent de la délinquance financière, je vous renvoie aux ouvrages de Jean-François Guéraud sur qui est Michel Barnier, du grand commissaire divisionnaire Guéraud, sur ce qu'a fait Michel Barnier. Parce qu'il faut n'oubliez jamais une chose, l'euro est aussi protégé par la mafia. Et disait Jean-François Guéraud, vous allez comprendre pourquoi. Et la mafia trouve toujours des abrutis, et là, quand on trouve un abruti, généralement on trouve Michel Barnier. C'est comme Éric Ciotti qui dit il faut une commission d'enquête pour la mauvaise gestion de l'ouragan, alors que tu sais pourquoi l'ouragan a mal été géré? Parce que nous avons démilitarisé les dom-toms pour à terme, ce que l'Union européenne nous demande, les abandonner. Mais qui l'a fait? Le livre blanc de Nicolas Sarkozy, donc Éric Ciotti devrait éviter quand même et se la fermer doucement. D'ailleurs, il y a une belle expression de Pagnol, et Pagnol a dû pressentir l'arrivée au monde de Ciotti un jour. Et il avait dit quand les condenseront, tu ne seras pas dans l'orchestre. Donc, pour en revenir, tu vois, si tu veux, c'est tous ces gens qui se cherchent, qui font vraiment du boomerang idéologique, ce qui va leur revenir dans la figure. En réalité, le manque de préparation et de culture politique amène les gens, tu vois, par exemple, à penser le marché commun, ça doit être vachement bien, si les Anglais veulent y rester. Non, les Anglais veulent pas y rester, laisseront le vache jusqu'au bout. Non, les Portugais vont pas mieux. La seule chose, c'est que quand tu t'es débarrassé de ta jeunesse, tu t'es débarrassé du problème du chômage des jeunes. Ah bah oui. Moi, par exemple, j'ai une solution pour le chômage des jeunes en France. On les aligne tous au bord d'un canal et on leur fout une balle dans la nuque à tous. Et là, plus le chômage des jeunes. Et en plus, on va pouvoir remettre des vieux au chômage pour déblayer les cadavres. C'est le problème. Non mais, tu comprends le souci. Donc, et au passage, donc sur les travailleurs détachés, nada, sauf sur la Roumanie, mais la Roumanie, moi, on veut bien, mais alors tu rallonges le FEDER, tu vois. Donc c'est-à-dire, il y a ceux qui nous ont envoyé chier, donc la France se met à genoux devant la Pologne, et il y a ceux qui ont voulu nous raqueter du fric. Et tu vois ce que c'est l'Union Européenne pour la France maintenant? Et là, Macron, il va encore s'aplatir devant les Boches. D'ailleurs, il l'a dit, je crois, ça a été redit dans Le Monde, c'est à s'allier avec les libéraux, je suis mort, tu voulais qu'elle fasse quoi? L'Allemagne sans masque. Au passage, il y en a un, si quelqu'un veut engager Mario Draghi, parce que bientôt, il va recevoir une lettre en allemand disant « Toi, le bouffeur de Panzani dehors », et on va mettre un mec à nous, et là, ça va être le début du grand 8 pour l'Union Européenne. Au passage, au même moment, la Fed, que vous l'avez peut-être vu que Fischer s'est barré de la Fed, au même moment,
la Fed va devoir mettre fin, ou du moins en grande partie, à sa politique d'assouplissement, parce que quand on fait 10 ans d'assouplissement exceptionnel, d'assouplissement quantitatif, quand on fait 10 ans d'assouplissement quantitatif exceptionnel, c'est plus de l'exceptionnel, c'est du structurel. Donc à un moment ou à un autre, il y aura une remontée américaine. De toute façon, aujourd'hui, Charles Gave avait une phrase, je pense, exceptionnelle là-dessus. Il a dit le taux d'intérêt, c'est l'assurance contre le futur. Donc aujourd'hui, on fait des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'on connaît mieux le futur que le présent. Ce qui est intéressant, mais tout de même un peu créatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait une somme avec intérêt, c'est au cas où ça se passerait mal dans le futur, on a une assurance de sortie. Alors là, taux négatif, c'est comme si le futur était entièrement prédictible. Ce qui nous fait entrer dans ce que Rockefeller avait appelé avant de mourir, enfin la fondation Rockefeller, pas Rockefeller lui-même, undesigned financial zones, des zones non encore cartographiées dans l'histoire de la finance mondiale. Ça va être folklore. Donc je pense que il va falloir vraiment flinguer l'euro, parce que sinon, franchement, celui qui paiera, vous savez, l'Europe à la fin, ça peut se terminer, soit ça se terminera dans la dictature allemande et là la France mourra et les identitaires français seront contents, soit ça se terminera par le dernier qui part éteint la lumière et paie la note. Et si c'est nous, la note va être salée, je vous le dis tout de suite. Très bien. Bah, écoutez, on va quitter un peu l'Europe et on va aller vers la Corée du Nord, qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers mois. Alors, on va pas revenir sur tous les... Non, mais Corée du Nord, on va être très simple. C'est juste ça, parce que cette semaine, il y a eu encore un séisme de je ne sais plus de quelle magnitude, mais qui a été... On soupçonne du coup encore un essai nucléaire. Ah ouais, ça va. De toute façon, essai nucléaire ou pas, Steve Bannon, quand il a été jeté de la Maison Blanche, l'a très bien dit, au premier escarmouche, il y a 100 000 civils sud-coréens tués par des armes conventionnelles. D'accord ? Donc, de toutes les manières, il n'y a pas d'option militaire sur la table. Et là, si Trump... Parce que Trump veut quoi ? Trump veut à la fois, comme Clément Nguyen l'avait brillamment prévu dès la conférence qu'il avait fait à la formation de la première équipe Trump, dire quand même, il veut en rajouter par rapport aux échecs des présidents américains successifs pour dire, vous voyez, moi, America is back. Bon, crétin. C'est idiot. C'est en plus entièrement piloté par le lobby néoconservateur. Pourquoi ? Pour pouvoir acheter par le lobby néoconservateur et par la surenchère la paix avec les républicains qui lui résistent toujours, au point d'ailleurs de devoir négocier son budget avec les démocrates maintenant, ce qui au passage liquide ses projets antimigratoires en politique intérieure. Donc Trump est bloqué toujours par les républicains et donc il veut les draguer par la part résiduelle des néoconservateurs restée chez les républicains. Bon. Cela ne sert à rien. Il n'y a qu'un seul plan sur la table qui est de donner l'assurance, parce que tout ça c'est parti de quoi ? C'est parti du fait que nous avons pendu Saddam Hussein, nous avons battu, égorgé, sodomisé Kadhafi, deux hommes qui avaient fait la paix avec l'Occident. À partir de ce moment-là, quand on te dit tu es un woke state, donc un état voyou, tu te dis, moi, me faire sodomiser, très peu pour moi. Donc, tu prends des assurances. L'assurance clé, c'est l'arme nucléaire. Donc, il faut que les élites, que l'oligarchie nord-coréenne puisse partir et ouvrir le pays, ce qu'elle est en train de faire, hein, par le tourisme, par les chaînes de valeur des Aibatsu japonaises et des Chaebol coréens, où la Corée du Nord peut devenir sous-traitante et copier la technologie, ce qui au passage, pardonnez-moi, est l'équivalent du Juche. On dit toujours, c'est un régime communiste, c'est pas un régime communiste la Corée du Nord. Vous arrêtez de rêver. Et oh, dans un régime communiste, un dirigeant mort, quel Kim Il-sung, règne à travers son fils. Ça vous rappelle pas le père qui règne à travers le fils ? Ça, c'est signé, ça vient directement de la pensée coréenne, infiltrée par la tentative de christianisation. Faut que vous arrêtiez de déconner. C'est un État secte, si vous voulez, c'est certainement pas un État communiste. Ensuite,
La Corée du Nord, qui a vécu, je le rappelle, depuis la chute de l'URSS sur, entre autres, ses matières premières et particulièrement sur ses métaux, a un taux de croissance assez élevé, le pays est en train de s'ouvrir. La seule chose, c'est de dire à l'oligarchie politico-militaire, on parle d'à peu près 1,5 million de personnes, grosso modo, et particulièrement à Kim Jong-un, tu vivras. Non, tu ne te feras pas sodomiser, et ça ne terminera pas sur YouTube. Non mais, le problème, il est là. L'utilisation du tribunal pénal international est un échec, le tribunal pénal international doit être dissous, ça se justifie à Nuremberg. Parce qu'à Nuremberg, vous aviez des mecs qui avaient 50 millions de morts sur les mains. Kadhafi, Saddam Hussein. Ben, vraiment, on est dans le dictateur de poche, hein, excusez-moi de dire ça. Hein. Parce que par rapport à ce que Kagame a fait dans la zone des Grands Lacs, et Kagame, attention, c'est un ami de l'Occident. Lui, il est fréquentable. Et il est bien coiffé, que Kim Jong-un n'est pas. Et au point qu'on en est à faire des dossiers de presse qui sont préparés par les services spéciaux sud-coréens. La preuve, on a annoncé que ses généraux étaient morts, on les retrouve vivants, que sa femme était certainement morte, elle vient de poser avec lui. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut s'arrêter. Nous ne savons pas ce qui se passe dans cet État. La seule chose, la Corée du Nord est un État rationnel, l'escalade verbale doit s'arrêter, et ensuite, le pays qui va vers sa modernisation, tous les indicateurs sont là pour le dire. La seule chose, c'est peut-être que les Nord-Coréens ne voudront pas renoncer à un certain type de mode de vie. Personne ne peut le savoir. Et ça leur appartient complètement. Parce que je rappelle que là où l'Occident a amené la modernité, il a aussi amené la mort. Vous voulez qu'on parle de la modernisation architecturale de Damas ces dernières années ? Vous voulez qu'on parle de la modernité qu'on a inventée sous Saddam Hussein, 24 heures sur 24 du courant à Bagdad. Il y a encore 6 mois, 3 heures de courant à Bagdad tous les jours. Alors vous imaginez au passage, 3 heures de courant, plus pas d'eau chaude, plus peu d'eau potable, ça veut dire les maladies modernes comme tout, que sont la dysenterie, le choléra, etc. etc. Quand l'Occident, regardez la modernité de l'État libyen actuel. Là on est à djihad sur dune. C'est cool, non? Peut-être que les Nord-Coréens n'ont pas envie que ça se termine comme ça. Donc ça doit être géré entre les États responsables de la zone, Japon, Corée, Russie, Chine, dont les armées sont entièrement suffisantes pour se regarder avec respect et qui ne nécessitent pas nécessairement le maintien de 80 000 GI dans la zone, qui est le pourquoi Trump s'énerve autant. L'Occident partira de la mer de Chine de toute façon. Et croyez-moi, la marine japonaise et la marine coréenne sont largement suffisantes à se défendre. Ensuite, si vraiment l'arrogance des princes rouges est telle, eh bien, le Japon et la Corée sont des États responsables qui, à mon avis, à un moment ou à un autre, penseront à leur nucléarisation. Et à titre personnel, moi je pense que l'atome est un droit. Et que le meilleur moyen de garantir la paix, parce que l'avantage de l'atome, c'est que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de guerre de masse. Or, dans un continent le continent qui semble le plus qu'est l'Asie, peut-être que la désescalade devra passer par là. Très bien. Alors, on vous demande également une mise au point sur le Venezuela, avec le cas de Nicolás Maduro, et notamment, brièvement, sur le seul, faudrait que je vérifie, mais le seul, je crois, dirigeant politique, homme politique en France à l'avoir soutenu est Jean-Luc Mélenchon. Je crois pas que les autres, je n'ai pas Non, il y a si vous voulez... Il a même critiqué l'opposition. Non, mais on va être très clair. De toute façon, ça a d'ailleurs déjà été fait brillamment par le monde diplomatique. Vous avez les vidéos de Vincent Lapierre également. Donc bon. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Très simple. Le Venezuela, il faut remettre sur l'histoire longue. Le Venezuela est un pays qui a eu, à mon sens, la pire bourgeoisie comprador latino-américaine. Qui a toujours voulu vivre de ses rentes, et qui n'a jamais fait la politique de substitution aux importations nécessaires au développement et à la constitution d'un État fort. Avant le pétrole, c'était le cacao. Cette bourgeoisie-là vivait du cacao. À partir des années 20-30, où le pétrole passe d'à peu près 15-20% du PIB à 40-50%, et aujourd'hui à des taux alpestes, cette bourgeoisie
a toujours préféré vivre des rentes et maintenir la population sous une grande pauvreté. D'où une décennie de violence à la fin des années, dans les années 90 qui amène, en 1998 je crois, 98-99, Hugo Chavez. Hugo Chavez aura de brillantes réussites sociales, et ça c'est pas les affreux gauchistes de Mélenchon qui le disent, c'est l'ONU. Non mais accès à l'eau, accès à la santé, accès à l'éducation, là on dit il a acheté son peuple. Moi, ils faisaient quoi les autres avant? Ça vous gênait pas, hein? Quand ces peuples-là crèvent la dalle. Ça vous gêne pas, ça? Ah oui, ils n'achètent pas leur peuple. Donc ce qui veut dire au passage que les rois de France qui ont fait l'alphabétisation du pays, qui ont fait les routes, les infrastructures, ont voulu acheter leur peuple. Si je vous suis, si je les suis, on est d'accord? Ça veut dire que toute une politique, dès qu'il y a service public, il y a achat de population. Ce qui veut dire au passage que l'Église catholique, qui a fait 2 ou 3 services publics sous la monarchie, qui était un peu ce qu'on pourrait appeler un délégataire de services publics, a acheté les populations. Salaud de pauvre, saleté de gauchiste à soutane. Or, non mais vous voyez, on peut aller dans la connerie jusqu'au bout. Hein. Donc, ce qui arrive au Venezuela, c'est très simple, c'est une stratégie double, à la fois d'utilisation de la violence en ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire vous faites des manifs, après vous envoyez l'extrême droite violente, l'extrême droite violente se tire dessus avec les policiers. Je rappelle que les 3 premiers groupes de gens, enfin, il y a 4 groupes de gens qui sont tués au Venezuela dans les 130 et quelques morts. Il y a avant tout des passants innocents qui sont tués dans les échanges de tirs. Il y a ensuite des policiers qui sont tués par balles, par les gentils manifestants pacifistes, mais armés quand même d'armes à feu. On a déjà vu ça dans les manifestations Soros, c'est exactement ça en Ukraine. Ensuite, vous avez les anti-Maduro et les pro-Maduro qui sont tués. Mais beaucoup moins que les 2 premiers groupes. Or, que se passe-t-il, objectivement? Il se passe une double attaque. Premièrement, cette attaque-là, qu'on connaissait à l'époque du GIA, sous le terme journée blanche, journée rouge. D'abord la manif, ensuite les tirs, manif, tir, manif, tir. Comme ça, vous montrez des images de la manif. Oh, ils sont mignons. Et après, vous tirez, donc vous provoquez la réaction des forces publiques, et là, vous filmez les cadavres. Exactement ce qui s'est passé en Ukraine. C'est fait par les mêmes gens. Ça sent le programme de la NED. Mais alors, à plein nez. D'ailleurs, je rappelle que le président Obama avait signé un executive order disant que le Venezuela est une menace prioritaire sur la sécurité des États-Unis, ce qui est un gag. Enfin, ce qui relève du gag. Vous voyez le Venezuela, vous voyez les États-Unis? Faites le ratio de budget militaire pour savoir qui menace l'autre. À un moment, quand vous avez un 357 Magnum chargé sur la tempe d'un mec, et vous dites je l'ai vu, il a un lance-pierre. Pourquoi le Venezuela? Pour une raison qui est très simple et qui est évidente. La plus grande réserve de pétrole au monde à 3 jours des États-Unis, là où le Golfe est à 1 mois. Ensuite, il y a eu de grosses erreurs de Chavez et de Maduro. Ils n'ont pas diversifié l'économie. Ce n'est pas un régime communiste, hein, contrairement à ce que croient les abrutis. C'est un régime où l'État fait entrer les devises parce que le secteur privé vénézuélien ne produit rien. Il ne produit que pour le marché. Il importe pour le marché interne. Il n'exporte pas. Donc les devises entrent par l'État. Et on me dit, mais de toute façon, l'État, sans le pétrole, le Venezuela, c'est rien. Je rappelle que quand Chavez est entré au pouvoir, le pétrole était à 11 $. Et les gens avaient des médicaments. Et donc, comment ils avaient des médicaments? Comme ce que Chavez a continué à faire. L'État fait entrer les devises, paye le secteur privé par spécialité. Par exemple, vous allez importer les médicaments. Et le secteur privé vénézuélien a reçu, je crois, entre 350 et 400 millions de dollars cette année pour les médicaments. Alors pourquoi il n'y a pas de médicaments? Enfin, c'est même pas qu'il n'y ait pas de médicaments. Pourquoi les médicaments passent tous au marché noir? Parce que le secteur privé est en train de détruire les voies d'approvisionnement du Venezuela pour faire la chute de Maduro. Au passage, c'est comme ça qu'ils ont fait tomber Allende, ça a été utilisé au Nicaragua dans les années 80, c'est une vieille technique américaine.
Vous voyez, là on est dans du réchauffé. Alors après, est-ce que Chavez devait faire un fonds souverain? Oui, il y a des tas de choses qu'il n'a pas fait. Mais je rappelle que c'est un homme qui est élu en 98, on lui fait la grève des camionneurs. Le Venezuela, qui est un État fédéral, tous les États tenus par l'opposition ont eu des campagnes de criminalité en flambant. Ils lui font un coup d'État en 2002 qui est filmé par la télévision américaine en direct. Alors qu'on ne va pas me dire que c'est pas vrai. Hein, d'ailleurs, ils en ont fait un film, pour vous dire. C'est l'avantage avec les Américains. Ils vous font un coup d'État, ils font un film dessus, comme ça. Grattage, tirage. Mais, non mais, vous voyez le problème. Or, là, ce qu'ils veulent, c'est faire tomber les Bolivariens par la rue. Uniquement. Or, si Maduro est battu, il acceptera sa défaite. La seule chose, c'est de laisser le processus constitutionnel. Beaucoup de gens n'ont pas compris mon positionnement. Mon positionnement, il est simple. Est-ce que la France a un intérêt direct? Zéro. Est-ce que la France a intérêt à la stabilité à long terme de cette région? Oui, parce qu'elle doit y revenir. Et la meilleure stabilité, c'est de laisser les processus institutionnels d'une des constitutions les plus démocratiques au monde. Je rappelle que Chavez a gagné un référendum à 60%. Macron gagnera un référendum révocatoire, là, vous êtes sûr? Ben, ça tombe bien, on n'a pas de référendum révocatoire. C'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je remarque que beaucoup de gens qui viennent de l'extrême droite, particulièrement l'extrême droite anti-islam, ce qui est vrai, a un rapport avec le Venezuela, ont une haine. Pourquoi? Parce qu'ils redeviennent les occidentalistes traîtres à la solde des Américains, qui étaient leurs parents, déjà. Traîtres de père en fils. Et si vous voulez, parce qu'ils pensent à la solidarité occidentale, le problème, c'est que quand on veut vraiment avoir un sens de l'identité, c'est qui les autochtones au Venezuela? Là, c'est les gens, c'est la question indienne, donc c'est Chavez, l'autochtone. Et la bourgeoisie comprador, ça reste des descendants de colons. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on rallie complètement, ce qui était le cas de la mythomanie d'extrême droite, avec des livres à la con, comme Le Blanc Soleil des Vaincus, etc. Ou alors on dit, voilà, on défend le règne de l'homme blanc, mais ça, je vous dis tout de suite, c'est un combat qui est perdu d'avance. Et surtout, si vous voulez un pays... Alors Chavez a fait des erreurs, il en a fait une autre, c'est que comme il était très pétri de théologie de la libération, il pensait que par l'aide sociale, on pouvait amender les criminels. Ça, c'est une erreur que font tous les curés qui visitent les prisons. Hein. Le problème de Chavez, c'est que c'est un vrai croyant, c'est le continent des vrais croyants. Mais l'Église complote contre les régimes populaires. Et après, vous viendrez pleurer quand vous vous rendrez compte que les protestants sont en train de vous foutre dehors à coups de pompe, et que dans un pays de vrais croyants, ce qui n'est pas la France, hein, c'est pas nos cathos qui vont à la messe quand ils sont pas froids, hein. Comme le Mexique, c'est quoi la religion qui se développe le plus dans la ville de Mexico, particulièrement? L'islam. Alors qu'il n'y a pas de diaspora arabe. Vous savez pourquoi? Nos prêtres nous ont trahis, nous ont abandonnés. Et après s'être alliés aux Américains contre nous, ils s'allient au cartel de la drogue. Ce qui est vrai, c'est horrible. Mais un jour, il faudra faire toute l'histoire des contrats au Nicaragua et de tous leurs intermédiaires français, proches de certains partis, etc. Ceux qui cherchent trouveront. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs puants, quoi. Or, le Venezuela doit s'en remettre à sa propre constitution et sa propre autonomie juridique. Après, vous me direz, oui, mais il y a quand même beaucoup de pays latino-américains qui ne supportent plus les bolivariens. Je dis, oui, c'est possible, parce que ces pays-là sont issus, tous viennent d'être de la droite pro-américaine a repris sur, il est vrai, les fautes de la gauche, mais cette gauche a fait sortir 53 millions de latino-américains de la grande pauvreté. Tout de même, à travers tout le continent. Parfois avec de grosses erreurs. Mais je ne vois pas ce que des gens comme les actuels dirigeants colombiens, je ne vois pas comment des gens comme les actuels dirigeants mexicains, où je le rappelle, des journalistes sont tués tous les jours, enfin, toutes les semaines plutôt, pas exagérer, ou des partisans du sauvetage de l'environnement sont assassinés au Brésil à la pelle. Je ne vois pas ce que ces gens ont à dire à Nicolas Maduro. Sans avoir de sympathie, moi je ne suis pas latino-américain, je n'ai pas cet honneur, je n'ai pas cette chance, et je conçois tout à fait qu'on soit opposé
à tout le monde d'ailleurs. Moi j'en ai croisé des latino-américains de centre droit qui ne blairent ni Chavez ni les Américains. Le problème c'est qu'ils sont une force non motrice. Voilà. Mais si vous voulez que, comme disait Victor Hugo sur la Serbie sous le joug ottoman, quand cessera le martyre de cette héroïque petite nation? Très bien. Bah, écoutez, on achève du coup la partie politique extérieure avec un dernier dossier, celui de la Birmanie et d'Aung San Suu Kyi qui a beaucoup fait l'actualité avec la crise des réfugiés. Alors, on va terminer par celui-là, mais si ça ne vous oblige pas, je veux juste rajouter un truc. Je t'en prie. Quand on est un vrai patriote, on se défoule pas sur Maduro, on se plaint de la réélection sans coup férir de Kagame, qui lui est un ennemi de la France, et sur lequel j'ai entendu personne. Juste un léger point, parce qu'il faut quand même faire un sous-dossier Afrique, donc je rebondis là-dessus par rapport à la remarque que je viens de faire sur Kagame. N'oubliez pas qu'il y a aussi là une affaire qui est directement sur la France, qui est l'affaire du franc CFA, suite à l'arrestation et à l'expulsion de Kémy Séba. On va être très clair. Moi, je suis très à l'aise sur ce sujet-là, vu que je suis l'heureux éditeur d'un des premiers économistes français à avoir écrit qu'il fallait mettre fin dès 1988. Vous n'étiez pas né, et moi j'avais 2 ans, qui est Norman Palma. Décidément. Ah oui, Norman Palma était l'un des premiers à vouloir la peau du franc CFA, donc je suis très à l'aise. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, le franc CFA, contrairement à ce qu'on croit, ne gêne pas tant le commerce des pays africains. Pourquoi? Parce que ce sont des pays, on n'est pas en Europe. En Europe, vous avez des disparités d'identité économique. Alors que là, la zone du franc CFA, malheureusement, à cause surtout des accords de libre-échange, des accords de Lomé un peu, mais surtout des accords de Cotonou qui là sont en train de saigner l'Afrique, ces pays sont dans des phases très retardataires d'industrialisation. Donc ils ne se sont pas encore différenciés d'un point de vue d'identité économique. Ils n'ont pas encore de divergence. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut maintenir le franc CFA. Le franc CFA doit mourir. Mais par contre, de dire la France veut à tout prix le maintenir, c'est pas vrai. Premièrement, on dit oui, mais il y a quand même 400 millions qui sont bloqués à la Banque de France. Oui, nous on a beaucoup plus qui est bloqué à la BCE. Quand vous avez une monnaie commune, vous avez des contreparties que vous devez donner. Et qui est de l'argent bloqué, qui n'est pas de l'argent qui est pris dans le budget français. Il ne faut pas déconner. Surtout que le budget français, c'est pas 400 millions d'euros par an, c'est 400 milliards le budget de la France. Ok? Donc à un moment, faut. Bernard Lugan a fait une note, comme toujours, assez extraordinaire là-dessus. Donc si vous voulez, en réalité, la peur des hauts fonctionnaires français, elle est simple. Elle est la même que celle de l'euro. Parce que les hauts fonctionnaires français, on leur a dit que le système de monnaie unique, c'était vachement bien, et que les Africains allaient se faire une guerre de dévaluation, et que si c'était une guerre de dévaluation, après ça se terminera à l'africaine à la machette. Les Africains sont adultes, c'est sûr. Et ils ont le droit à leur monnaie. Ça, c'est pas un problème. La seule chose, c'est à eux déjà de voir comment ils vont le faire. Ensuite, est-ce qu'ils veulent faire une monnaie de la zone? Je pense qu'à terme, ils auront besoin de monnaie nationale. Par contre, est-ce qu'une monnaie nationale est totalement faisable dans des États africains pluriethniques qui donc auraient des divergences économiques internes? Ça, je ne connais pas assez le dossier. Ça, c'est vraiment de l'africanisme de terrain pour voir ça. Et c'est aux Africains de le faire. La seule chose, de parier sur la haine de la France, ça va attirer l'Amérique-Afrique et la Chine-Afrique, c'est pour ça que je préfère Patrick Mbeko à Kémy Séba, ça c'est fait. Et deuxièmement, parce que je trouve Patrick Mbeko beaucoup plus courageux, et deuxièmement, aujourd'hui, la méthode de développement des États africains. Il faut faire 2 choses. Quelle méthode de développement? En réalité, l'Afrique aujourd'hui a une chance hors norme. Premièrement, une large part de l'Afrique, je parle, attention, de l'Afrique subsaharienne, peut entrer dans une grande union africaine. Moi, je suis pour soutenir toutes les initiatives panafricaines. Ensuite, je vois pas ça étendu jusqu'à l'Afrique du Nord. Parce que je connais trop les 2 types de populations et le ressentiment, disons plus, que certains peuples du Sahel ont vis-à-vis de l'Afrique noire. Ressentiment, on pourrait même dire racisme, parfois même au dernier degré. Mais, ça c'est à encourager. Mais surtout, l'Afrique aujourd'hui a une chance hors norme.
c'est que tout le monde veut les ressources de l'Afrique. Ce qui veut dire qu'un État africain peut mettre autour d'une table tous les clients potentiels et jouer le coup du board. C'est-à-dire, il va falloir que ça se fasse aux meilleures conditions de développement pour mon peuple. Ah, tu veux pas? Toi, Français, tu veux pas? Je vais parler aux Américains. Toi, Américain, tu veux pas? Je vais parler aux Chinois. Et de maintenir cet équilibre-là, en faisant du transfert de technologie pour qu'à terme, les Africains vendent aux Africains, ce qui est le but. Dans un système économique fermé, donc de sortir des accords de Cotonou. Et là, pour le coup, c'est pas la France. La France voulait le maintien des accords de Lomé, qui faisait la clause du pays le plus favorisé. Donc c'est-à-dire qu'on a accepté de payer plus cher ce qui venait d'Afrique, justement, pour qu'ils aient un transfert financier pour pouvoir s'industrialiser. L'Union européenne a dit non, non, le libre-échange, c'est comme le CETA, le libre-échange est béni, Saint-Jacques-de-L'Or est passé. Enfin, Saint-Jacques-de-L'Or et Saint-Cronenbourg, parce que qui dit Saint-Jacques-de-L'Or dit enfin bon. Et là, l'Afrique ne s'en remet pas. Et ça, c'est en train de la saigner. Donc, si vous voulez, ce n'est pas par le ressentiment de la France que l'Afrique s'en sortira. Par contre, c'est par la souveraineté monétaire. Ça, c'est sûr. La seule chose, c'est de bien la prévoir, parce que par contre, une fois que le franc CFA aura été tué parce qu'il doit mourir, si les dévaluations ratent, il ne faudra pas en plus venir insulter les Français. Parce que là, pour le coup, ça va. Parti, c'est parti. Hein, on ne peut pas être à la fois coupable de la colonisation et de la décolonisation. Du maintien du franc CFA et de sa mort. À un moment, voilà. La seule chose, c'est que l'Afrique peut jouer le coup du board et ensuite doit acter qu'elle peut jouer à la fois le nationalisme africain ou panafricain selon les pays, selon les volontés, les bénéfices d'une remigration potentielle, c'est-à-dire une arrivée massive de cadres formés, mais en même temps, et ça c'est la limite des mouvements panafricains qui malheureusement se mêlent en France à des mouvements ethnistes anti-français, alors qu'ils vont se rendre compte vite que pour ces mouvements-là, la nation c'est comment? C'est un peu une aubaine pour cette histoire du CFA. Non mais si tu veux, le gros problème c'est qu'en plus les mouvements anti-français, pour la plupart, pour eux la nation c'est haram. Les Africains vont comprendre ils vont comprendre ce que le bon gauchiste, qui généralement est un blanc occidental, décadent, qui est dans la shame pride, c'est-à-dire je me déteste donc je suis au-dessus de toi, et t'en fais pas négro, tu vas apprendre mon art de la haine de moi. Et ô Dieu que je suis grand parce que je me déteste en tant que blanc. Et ô Dieu que je te demande de le reconnaître, ô toi, bamboula que tu es. Tu vois, parce que moi je sais ce que c'est la gauche ethnique, la gauche ethniste. C'est de ce niveau-là, hein. Et pas autre chose. Hein. Donc, au lieu de faire ça, ils doivent comprendre une chose. Une bonne partie de nos compatriotes sont des Français et ne partiront pas. C'est leur pays, le défendront. Cas typique. Parce que si on associait tout ce qui est noir à l'Afrique, il faut quand même arrêter de déconner. Allez demander à Carteron ce qu'il en pense. C'est comme ceux qui disent Teddy Riner n'est pas assez français. Allez lui dire. Allez lui dire, le joli bestiau. Je crois qu'il fait 2 mètres 120 kilos. Enfin, c'est quand même pas la majorité des militants identitaires que j'ai vus. Là, on est plutôt dans le Geek Warrior, Dark Vador sous pseudo. Mais abonnez-vous au porno. Plutôt ça. Donc, voilà on peut tout à fait mêler assimilation, nationalisme, remigration et développement autonome de l'Afrique. Ensuite, évidemment, que l'Afrique doit en partie se fermer, c'est évident. La seule chose, c'est de ne pas se jeter d'un colon à un autre. C'est-à-dire de jouer les Américains contre les Français et après de se rendre compte que les Américains sont des salauds et que les Chinois n'ont, pas beaucoup de respect pour eux parce que les Chinois, eux, ont une science totalement développementaliste, c'est-à-dire le développement c'est endogène. J'arrive dans ton pays, je fais des camps avec mes travailleurs pour prendre tes ressources qui seront rapatriées chez moi pour être transformées chez moi et revendues par moi. Comme dit le gagnant-gagnant, j'ai vu mieux. Voilà. Si on retourne en Asie sur le cas birman, on va être très clair, et là je vais me faire un nombre d'ennemis colossal. On va revenir sur un point. La Birmanie est un État qui a été détruit, qui est la conséquence de toutes les saloperies dont la Grande-Bretagne est capable en tant que puissance coloniale. La Grande-Bretagne a fait venir, dans un État qui est à la frontière de la Birmanie et du Bangladesh, a fait venir une ethnie bengali,
qu'elle a utilisé à la fois pour faire baisser le prix des travailleurs journaliers dans les plantations, donc pour détruire la condition sociale des Birmans, et pour contrer le nationalisme bouddhiste. En Asie, le nationalisme est souvent bouddhiste. Je rappelle que à ceux qui se plaignent « Ah putain, t'as vu l'Indonésie il y a quand même des islamistes. Hein. » Vous savez pourquoi l'islam politique est arrivé à renaître en Indonésie? Parce que le colonisateur hollandais les a créés, comme d'ailleurs le colonisateur anglais a créé les frères musulmans, pour contrer les nationalismes bouddhistes. Pourquoi? Parce que le bouddhisme, c'est avant tout une religion, au-delà de l'aspect exotérique que je connais, il faut interroger Françoise Bonnardel ou des grands érudits là-dessus. C'est passionnant, mais c'est pas le débat. Mais le bouddhisme de base, c'est une religion de la terre et des ancêtres. Donc c'est un nationalisme appliqué. Et en Birmanie, les Anglais ont fait la même chose. C'est criminel de faire ça, mais ça c'était les méthodes britanniques de guerre. À l'indépendance, les Rohingyas ont été encore les chiens de guerre des Anglais. Maintenant, ils n'ont plus le colonisateur anglais pour les protéger. Donc, les autres Birmans ne les ont... Je rappelle que la Birmanie est un État qui n'a pas de cohérence ethnique. 45% de la population est birmane d'ethnie. Mais plus de 90% de la population est bouddhiste. Et le bouddhisme est le ferment de ce pays. Et vouloir détruire le bouddhisme, c'est vouloir détruire la nation birmane. Alors vous me direz, oui, ils ont été persécutés, sniff, sniff, sniff. Oui, parce qu'un Jean Chouki est vraiment passé de la... Ah oui, elle est passée de la sainte au rat crevé. DJ, comme là ils nous refont le coup, DJ-génocide, ils nous refont le coup, des serial niqueurs serbes qui auraient niqué chacun, qui auraient violé 100 nanas chacun, alors qu'à la fin on a retrouvé 9 viols. Ce qui pour des viols de masse industrielle c'est toujours tragique, hein, mais c'est une guerre. Malheureusement en guerre il y a ce genre de saloperie. Mais, et là on refait le coup avec les Birmans, tu vois. Après, tu vois, c'est même du mauvais porno, tu vois. Après le serial niqueur serbe, le gangbang birman, tu vois, si tu veux, c'est mauvais, c'est nul, nul. Et le pire, c'est que c'est les mêmes. Et pourquoi c'est les mêmes? On dit purification ethnique, sur base religieuse, très bien. Il y a d'autres ethnies musulmanes en Birmanie. Il y a des ethnies musulmanes partout en Birmanie, d'origine indienne et autres. Elles sont touchées, zéro. Alors pourquoi les Rohingyas? Pour trois raisons. Premièrement, c'est le djihad international qui investit de plus en plus la cause des Rohingyas, et depuis déjà des années. Et une partie des partis politiques, des partis politiques et qui sont en même temps des milices violentes, sont payés par l'Arabie Saoudite. C'est le journal Le Monde. Pour que Le Monde arrive à avoir raison, Le Monde était beaucoup moins regardant quand il y avait le chantier Total Final Feu Birmanie ou le bon docteur Kouchner. Oups. Je dérape. Ceux qui voudront aller trouveront. Ah oui, non, c'est une horreur, hein, j'ai oublié tout de suite. Le bon docteur Kouchner, qui est un peu mon professeur Moriarty, vous savez, chez Conan Doyle, le méchant de Sherlock Holmes, c'est Moriarty. D'un côté, Bernard Kouchner, c'est un peu mon Moriarty à moi. Parce que ça fait 15 ans que je travaille des dossiers politiques, et dès que je vois un dossier pourri, t'es là. C'est un saint homme. Dans le pire du pire, le chantier Total Final fait bien dans le genre. Donc, mais ceux-là, je laisse les fins limiers du web la trouver, tout est... C'est ça le problème d'ailleurs, tout est accessible. Et personne ne rendra justice à ces peuples. Et après on s'étonne que les Blancs, plus personne puisse les libérer. Enfin bon. Et donc, le bon docteur Kouchner avait fait ses armes là-bas, et là, le djihad international fait les siennes depuis des années. Et pourquoi d'un seul coup, tu as remarqué, on n'a parlé que de ça, alors qu'avant on n'en parlait pas, tout le monde s'en foutait. Je vais te le dire, pour une raison qui est simple. Un peu comme ces milices islamistes qui attaquent les Philippines le jour où Duterte est à Moscou, tiens. Oh, vraiment. Ils sont pas bourrés de calendrier. Hein. Bon timing. Bon timing. Et là, on est dans la même chose. Aung San Suu Kyi, il faut savoir que c'est le propre père d'Aung San Suu Kyi, général nationaliste, qui a privé les Rohingyas de leur nationalité. Mais le problème, c'est que les Rohingyas n'ont jamais voulu apprendre le birman, ils parlent toujours un dialecte bengali, ils terrorisent les populations bouddhistes,
D'ailleurs, c'est pour ça que une partie, même parfois jusqu'à l'excès, évidemment, des bonzes, pour que les bonzes se révoltent, moi je les connais ces peuples-là. Pour que les bonzes entrent en guerre, il faut y aller loin. Alors certes, ils sont plus courageux que nos curés à nous. Il n'y a pas de mal. Mais, alors ça, il n'y a pas de mal. Mais pour que les bonzes entrent en guerre, vous savez, c'est des peuples patients. Et le gros problème, c'est que la radicalité islamiste a pris ces populations par l'argent du Golfe, enfin, un phénomène classique. Et les populations ont décidé de se défendre. Et dans la région, on n'est pas très Charlie. Ensuite, n'oubliez jamais que la plupart des photos que vous voyez d'exactions sont fausses. Par exemple, la plupart des photos, vous savez d'où elles viennent? On y voit des moines bouddhistes qui prient au-dessus des cadavres. Alors on dit des salauds. Ouais. Ce sont les photos d'un séisme qui a eu lieu il y a 15 ans en Birmanie, et donc les bonzes font leur métier et ils bénissent les morts. Comme les morts sont atypiques quand ce sont avant que les morts soient, vu qu'ils sont en masse, soient brûlés. Et oui, pour éviter les épidémies. Et moi j'ai même vu des photos dites sur des sites islamistes, regardez un Rohingya qui est assassiné, ils prennent même des photos de gens venant d'Afrique noire, en Somalie, qui sont tués. Alors le seul problème, il faudra un jour quand même que les islamistes soient moins cons, c'est qu'un Somalien et un Birman, physiquement parlant, il y a quand même, il y a un truc, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a quand même un truc, tu vois, tu vois, si tu veux, Naomi Campbell, Christine Angot, tu vois, il y a un truc, tu vois, tu ne les confondras pas, en plein jour ou en pleine nuit même, tu ne les confondras pas, non, ça n'existe pas. Donc, alors le pire, bon, évidemment l'extrême droite à tout faire qui revient nous faire chier avec les Karen. Alors les Karen c'est encore autre chose, là c'est plutôt un conflit, comme le dit très bien mon camarade Bessonnet, de peuple premier, fondamentalement. Mais aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, tout simplement, il ne faut pas oublier qu'elle gère un pays qui est un PMA, pays les moins avancés, qui est un des pays les plus pauvres d'Asie, beaucoup plus pauvre que le Bangladesh, qui refuse de reprendre sa population excédentaire, je vais vous dire pourquoi. Que c'est un régime post-junte, c'est-à-dire que la junte militaire a encore des postes, je pense, qu'on pourrait appeler des anciens pairs de France, si vous voyez ce que je veux dire, les sénateurs à vie, quoi. Et surtout, l'armée ne fait que répondre à des liquidations de militaires, de policiers, de bonzes et de populations civiles. Alors elle y répond à l'asiatique. Ah oui, Charlie n'a pas passé l'Oural, alors si vous voulez qu'il passe l'Himalaya, il faut quand même arrêter de déconner. Alors, et je le dis sincèrement, vu que les mêmes groupes islamistes font la même chose en Thaïlande et ils se prennent l'armée thaïlandaise sur la tronche, et l'armée thaï est l'une des plus puissantes machines de guerre d'Asie, les Thaïs ce sont les invaincus. Ça arrivera au Cambodge malheureusement parce que les Cambodgiens aiment beaucoup leurs musulmans. Mais quand ils voient arriver les prédicateurs arabes, moi je les ai vus les prédicateurs arabes. Quand je vois des Khmers avec des barbes jusque-là, qui reviennent d'Arabie Saoudite, et qui commencent à terroriser des villages entiers, ben un jour malheureusement, et croyez-moi les Khmers, pour les aimer, pour les connaître, pour les énerver, il faut aller loin. Ce qui fait le malheur de tous ces peuples musulmans, c'est l'islam du Golfe. C'est l'infiltration saoudienne et qatari. L'islam du terroir, l'islam du Caucase. L'islam du Caucase, il avait tout fait sauter, comme l'islam indonésien d'ailleurs. Les interdits alimentaires, les interdits sexuels, tout avait sauté. Et l'islam avait sa propre voie d'entrée par le nationalisme dans la modernité. Tous ces hommes-là ont détruit ça, pourquoi? Pour le profit de qui? Des musulmans. Je vous rappelle que ça a déjà tué depuis le 11 septembre, je crois que c'est 4 millions de musulmans qui ont été tués. Je ne dis pas l'islam religion de paix d'amour, c'est pas vrai. La religion d'amour, de tolérance et de paix, la religion RATP, c'est pas vrai. Mais par contre, il faut revoir une voie islamique. Et pour ça, il n'y a que la nation. C'est-à-dire pourquoi les islamistes détruisent l'ensemble du monde, alors arabo-musulman a fortiori, mais même l'ensemble du monde musulman, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la nation. La nation, c'est arabe. Mais quand la nation ne règne pas, qui règne? Le déterritorialisé, donc la multinationale, la secte religieuse, donc les frérots. Mais les frérots, ils peuvent quoi face aux multinationales? D'ailleurs, ils les servent, comme ils l'ont fait en Égypte, comme ils le font ailleurs. Et la mafia. Il est vrai que le rapport islamiste-mafia, là, pour le coup, est pas difficile à faire.
Et après, on va se défouler sur le pauvre petit peuple birman, qui ne fait que se défendre. Et surtout, qui ne vise pas tous les musulmans, il ne vise pas toutes les autres ethnies. Ensuite, Aung San Suu Kyi, il est vrai qu'elle n'a pas la marge de manœuvre qu'elle voudrait, mais elle ne veut pas détruire son pays. Et elle continuera l'œuvre de son père. C'est une ultranationaliste. Moi, je vous ai prévenu depuis longtemps. Et surtout, même, imaginons, vous n'êtes pas islamiste, mais vous avez un sens, disons, de fraternité internationale entre musulmans, comme les cathos en ont. Très bien. Eh bien, vous avez la Oumma. Comment réagit la Oumma au Rohingya? Le Bangladesh ne veut pas d'eux, parce que pour les Bengalais, c'est des Roms. C'est des Roms, avec tous les qualificatifs négatifs qui sont associés habituellement aux Roms. D'accord? Je n'entrerai pas dans les détails, ça passerait sous le coup de la loi, mais vous voyez tout ce que je veux dire. 2. La très musulmane Indonésie les parque dans des camps. La très musulmane Malaisie fait arroser leurs coques de noix par les navires de sa marine de guerre. Je crois que la Oumma a pris un sacré coup dans le tarn, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on laisse la Birmanie. Il y a le Haut Commissariat aux réfugiés s'en occupera. Ensuite, il faut, à mon avis, une aide économique d'urgence au Bangladesh pour qu'il reprenne une population qui est la sienne, qui s'est toujours affirmée comme la sienne, qui a toujours affirmé qu'elle n'a pas sa place en Birmanie, et quand on lui répond bah, « tu n'as pas ta place en Birmanie », qui se plaint. Et en réalité, je vais vous dire sincèrement, Aung San Suu Kyi, on l'aimait bien parce qu'on pensait qu'elle serait anti-chinoise. Mais elle n'a pas le choix. Vous voyez où c'est la Birmanie? C'est entre quoi et quoi, géographiquement? C'est pas loin de l'Inde, c'est pas loin de la Chine. Elle ne peut pas faire sans les Chinois. Et résultat, l'Occident va faire, par la débilité, ce qu'on fait maintenant à échelle industrielle, c'est-à-dire on va pousser dans les bras de la Chine des tas de pays. Alors que les pays asiatiques ont peur de la Chine, ont peur de l'arrogance des princes rouges. Mais ils préfèrent l'arrogance des princes rouges à la haine de l'humanité par exemple, le Parlement européen qui se permet de s'attaquer à Hun Sen au Cambodge, au Laos, petit pays qui n'a jamais fait de mal à personne, qui est un peu le bébé, il y a un rapport maman-enfant entre le Cambodge et le Laos, mais pas en temps d'entrer dans les détails, s'attaquer au Laos. Vous avez que ça à foutre, le salopard, vous avez que ça à foutre, et s'attaquer donc à la Birmanie. Le Bangladesh doit reprendre sa population, vu que sa population aujourd'hui, elle s'est affirmée comme non-birmane, elle agit comme non-birmane, elle ne supporte pas qu'on la prenne au mot. Et évidemment, les civils doivent être protégés, ce n'est absolument pas le problème, mais ça c'est le rôle du commissariat aux réfugiés. Voilà. Ensuite, on en veut à Aung San Suu Kyi, je veux dire pourquoi. Parce que la Birmanie est avec l'Afghanistan les deux seuls pays faibles de la route de la soie chinoise. Donc il faut les flinguer maintenant. Alors l'avantage pour l'Afghanistan, c'est que vous inquiétez pas, c'est fait. Alors l'Afghan, ils sont partis dans la nuit, et seuls les Russes, les Américains, l'Inde et la Chine pourront les en sortir. Parce que l'Occident, comme disait Sylvestre dans Les Guignols, tu sais, moi je me le compte plus trop sur nous. Et il faut flinguer la Birmanie à cause de ça. Je pense que c'est pas du tout la bonne manière, que l'impérialisme chinois trouvera ses résistances en Asie, et que l'Occident doit réapprendre ce que c'est une mentalité westphalienne intelligente, sinon nous n'aurons plus d'alliés nulle part, et plus personne ne pourra nous blairer. Faut dire on leur... Donc, écoutez, on termine cet entretien avec une partie consacrée aux disparitions. Alors, disparitions, on va en évoquer 3, et ensuite une dernière, une partie à part. Alors, les 3 premières qu'on voulait évoquer, c'était Jeanne Moreau, Claude Rich et Pierre Berger. Alors, Jeanne Moreau, Claude Rich et Pierre Berger, pour moi je vais d'abord Claude Rich et Jeanne Moreau l'un face à l'autre. Parce que pour moi, Claude Rich était vraiment le classicisme. Moi je l'avais vu la dernière fois dans Là-haut, de ce cinéaste qui a fait le crabe-tambour, dont j'écorche le nom à chaque fois, Pierre Schonhofer, je crois. Et il avait cette phrase « Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte ». Et c'était vraiment le répertoire français, quoi, le classicisme. Et il était en face, dans Là-haut, pour moi, alors ça ils n'ont pas de scène ensemble, de ce qui est pour moi le symbole de la francité à l'écran, qui est Bruno Kremer. Ensuite, bon, moi je suis pas ethniste, donc je sais que Bruno Kremer est belge, mais pour moi, Gabin, Lino, Kremer, c'est vraiment la France à l'écran. Et Reynaud d'un certain côté, Jean Reynaud.
Plus que Depardieu encore. Même si Depardieu, il fait pas tous les visages de la France. Mais il en fait un plus que tout au monde. Il fait le Gaulois, il fait Obélix, quoi. Là, avec ses qualités, ses défauts. Alors que Jeanne Moreau, c'était la petite nana rebelle, et elle jouait au rôle de rebelle. Et elle se rend pas compte, elle s'est pas rendu compte que son dernier grand rôle, c'est quoi? C'est Les Valseuses, avec cette phrase, vous voulez, est-ce que ça vous dirait de vous taper une vieille? Elle se rend pas compte qu'après, elle a fait du rebelle, mais les codes de la rebellitude de l'époque de Gabin sont l'inverse de ceux d'aujourd'hui. Et donc, à la fin, elle prenait le parti des racailles dans les... Ça, c'est un peu triste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas vu son époque. Qu'en réalité, le vrai rebelle des deux, c'était Claude Rich à la fin. En plus, il est fervent catholique, mais particulier. Pierre Berger. Pierre Berger. Je ne vais pas en dire ce que j'en pense, parce que sinon je vais chez les flics. Je vais juste dire une chose. Il est terrible qu'un homme de talent, parce que c'est un homme de talent indiscutablement, ait pu être poursuivi par des logiques de réseau, de coups tordus, d'obsession, comme ça. Parce que je pense malheureusement que ça entachera sa mémoire. Et je pense malheureusement que chez certains artistes de ce type-là, la face sombre est parfois bien plus grande que le talent. D'un certain côté, d'avoir entaché sa fin de vie avec les déclarations, si on balançait le monde dans la manif pour tous, etc. Si vous voulez, c'est là où on voit à la fois cette haine de classe, additionnée à cette haine des minorités pour les majorités. C'est vraiment des raisonnements de guerre civile, c'est bien triste. Et c'est triste qu'il n'ait pas eu la volonté d'un acte de contrition avant. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se passe après. Oui, du coup, dernière disparition, plus joyeuse, mais c'est pas le bon terme. Joyeuse. Mais c'est celle de Max Gallo. Plus touchante. Plus touchante, voilà. Alors je le dis d'autant plus que moi j'ai été vis-à-vis de Gallo un petit con. Quand Gallo a rallié Sarkozy, j'étais un gamin, j'ai fait un article très mauvais qui s'appelait Max Gallo, la révérence était bien basse. J'en avais fait un bien mieux qui s'appelait Jean-François Kahn, le Baillon de la République. Et j'étais un petit con. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que il n'avait pas le choix. S'il voulait en faire un engagement patriote en 2007, après il a été baisé. Mais ça a été un homme droit jusqu'au bout. Je me rappelle ses dernières prises de parole en disant nous avons quand même la liberté d'en finir avec nous-mêmes. Parce qu'il ne supportait pas d'être atteint, je crois, de la maladie de Parkinson. C'était un homme extraordinaire. Alors après, l'état de demi-habile. Oui, mais il a quand même pas pu écrire autant qu'on le dit. Oui. On n'a que ça à dire. Sur une œuvre gigantesque. Est-ce qu'il a été aidé pour le faire? Oui, alors Alexandre Dumas aussi. Ça ne rend pas les trois mousquetaires infréquentables. Mais il y aura deux grands ouvrages qui resteront de Gallo. Fier d'être français, et surtout l'âme de la France. Parce que Gallo, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Nous avons besoin d'historiens scientifiques, c'est évident. Mais la science ne fait pas lever les hommes. Régis Debray le dit très bien. Il dit, je n'ai jamais... Régis Debray était un révolutionnaire professionnel. Donc, il a dit, j'ai jamais vu des hommes parcourir le monde après la lecture de Das Kapital. Mais j'ai vu des hommes parcourir le monde après la lecture des Chants de Maldoror. Je crois qu'il prend une formule en disant que quand on a un général de Gaulle qui est chevauché quand on a un homme d'État qui est chevauché par les lettres, c'est le jeune général de Gaulle, quand il est chevauché par les statistiques et l'IFOP, ça donne François Hollande. Je trouve que c'était sa formule. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, le Gallo restera un grand instituteur national, et c'est de ça dont nous aurons le plus besoin pour résister à la grande guerre des mémoires qui commence, et qui est là pour le coup une vraie quête identitaire, que seuls les partisans de la liberté de la France pourront relever.
Et dans cette lutte et dans cette quête, Maël Gallo sera un de nos saints patrons. C'était un grand Français. Très bien. Écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. On vous donne rendez-vous pour Attendez. Ouais. Une initiative, j'allais oublier. Soutenez les éditions de la Honte de la Conquête, qui là pour le coup, là aussi ça c'est de l'identité appliquée, pour tous ceux qui aiment la psychanalyse. Il publie les grands psychanalystes français inconnus, et là il commence avec Clérambault, mes amis les éditions de la Conquête. Donc soutenez-les et vous trouverez sur cerclearistote.com tous les moyens de les contacter, de commander, etc. Merci beaucoup. C'est noté. On vous dit au mois prochain pour un nouvel entretien. À bientôt.